Le bruit sec d'une gifle claqua dans le palais comme un coup de tonnerre. Les oiseaux perchés dans les manguiers s'envolèrent d'un seul mouvement, et les gardes, figés dans leurs armures, tournèrent brusquement la tête. Sur le sol de marbre, une vieille femme chancela, sa joue brûlante, ses doigts crispés autour du manche d'un balai usé. Face à elle, Amina se tenait droite, robe de créateur couleur pêche épousant son corps, talons claquant encore dans l'écho du silence. Ses yeux lançaient des éclairs de fierté. Elle cracha d'une voix glaciale. La prochaine fois, fais attention à ton eau sale. Ce qui aurait pu être un incident banal venait de devenir une blessure publique, une humiliation irréversible. Amina, 25 ans, était l'incarnation même de la beauté et de l'arrogance. Cousine du roi Obadel, elle avait grandi loin de ce palais qu'elle considérait comme une prison poussiéreuse. En Europe, elle avait appris que vivre, c'était briller, séduire, être admirée. Elle marchait comme si le monde entier lui appartenait, persuadée que ceux qui baissaient les yeux n'étaient que des figurants. Dans les soirées mondaines, elle fascinait. Sur les réseaux, elle régnait. Mais derrière ses sourires de glace, une faim secrète dévorait son cœur, elle voulait plus que la beauté. Elle voulait une couronne. Le roi Obadel, lui, n'avait plus ni force ni héritier. Ses mains tremblaient, son souffle se faisait court, mais son regard restait celui d'un souverain. Le trône, il le savait, n'était pas un bijou qu'on offrait, c'était un fardeau qui exigeait du sang, du sacrifice, de l'humilité. Et ce fardeau, il reposait désormais sur Amina. À l'ombre des colonnes, Malik, son fiancé milliardaire, observait en silence. Jeune, respecté, charismatique, il portait pourtant un mystère. Sa richesse n'était rien à côté de ce qu'il cachait encore. Et Mama Kemi, la vieille femme humiliée par cette gifle, n'était pas une simple domestique. Elle était la mère de Malik, mais surtout, la gardienne spirituelle d'un secret qui veillait sur le royaume depuis des générations. Cette gifle n'avait pas seulement frappé une joue. Elle avait frappé une lignée entière, réveillant des forces invisibles. Et pour comprendre comment un simple éclat d'eau avait pu ébranler un empire, il faut revenir en arrière, bien des années plus tôt, là où commencer. À 18 ans, Amina monta dans l'avion qui l'arracherait à sa terre natale. Elle n'avait pas de larmes de nostalgie, seulement un sourire crispé de victoire. Par le hublot, elle jeta un dernier regard aux cases de tôle, aux femmes en pagne colorée, aux enfants qui couraient pieds nus dans la poussière. Ses lèvres murmurèrent, avec un mépris presque sucré. Un jour, je ne marcherai plus jamais dans cette poussière. Le bruit des moteurs recouvrit tout, emportant avec elle une partie de son passé. Elle croyait s'envoler vers la liberté. En vérité, elle s'éloignait de ses racines. L'Europe fut pour elle un choc, mais pas une épreuve. Les lumières des villes, les vitrines scintillantes, les voitures lustrées lui semblèrent des trésors qu'elle s'appropriait par simple droit de naissance. Elle tourna le dos sans hésiter aux traditions que ses parents tentaient maladroitement de lui rappeler. Un soir, quand sa mère lui demanda de porter un boubou pour une cérémonie, Amina lança d'un ton tranchant. « Vos proverbes ne nourrissent pas ma peau. Vos pagnes sentent la pauvreté. Moi, je suis moderne. » Elle préférait les robes moulantes, les talons vertigineux, les maquillages qui transformaient son visage en une icône glacée. Les prières du soir, les chants des ancêtres, les récits au coin du feu lui paraissaient ridicules, presque risibles. Pour elle, l'héritage n'était pas une force, c'était une chaîne. Sa vraie force, croyait-elle, était sa beauté. En Europe, elle baignait dans une stabilité confortable. Son père dirigeait un empire de stations-service, sa mère possédait une boutique de tissus rares. Leur maison sentait la prospérité et la sécurité. À l'école, on la traitait comme une princesse. À la maison, on l'adulait comme une reine en devenir. Tout semblait parfait. Mais sous ce vernis, grandissait un poison silencieux, l'arrogance. Elle riait de l'accent de ses cousines quand elle l'appelait du pays. Elle traitait les domestiques avec froideur, comme si leur simple respiration la dérangeait. Elle reprenait sèchement les professeurs qui osaient la contrarier. Chaque soir, devant son miroir, elle répétait ses propres sentences, comme des mantras. Je ne suis pas comme eux. Je suis née pour plus grand. Les réseaux sociaux devinrent son royaume parallèle.
Chaque photo, chaque filtre, chaque regard jeté sur son écran alimentait son sentiment de supériorité. Dans les soirées étudiantes, elle ne marchait pas, elle défilait. Les autres filles chuchotaient derrière son dos, mais Amina n'entendait que les compliments. Elle croyait que l'univers entier existait pour confirmer son importance. Pourtant, dans le secret de ses nuits, une fissure troublait son masque. Ses rêves étaient hantés par des tambours lointains, des chants dans une langue oubliée, et l'image d'une femme qui la fixait, immobile dans l'ombre. À chaque réveil, Amina secouait la tête, riait nerveusement et murmurait pour elle-même. « Je suis libre. Ces ombres ne m'atteindront jamais. » Mais les ombres, déjà, s'étaient glissées dans son voyage. Elle la suivait, silencieuse. Elles attendaient leur heure. À 20 ans, Amina vivait comme une étoile en pleine ascension. Sur le campus, elle n'était pas une simple étudiante, elle était une apparition. Ses pas résonnaient dans les couloirs comme une marche triomphale. Elle portait des robes de créateur que les autres filles n'osaient même pas toucher du regard. Ses sacs griffés, ses talons vertigineux, son maquillage toujours impeccable faisaient d'elle une icône que beaucoup admiraient et que d'autres enviaient en silence. Pour elle, l'université n'était pas un lieu d'apprentissage mais une scène. Les salles de classe ? Un podium. Les soirées étudiantes ? Des défilés où elle brillait. C'est dans ce monde saturé de lumières artificielles qu'elle croisa une ombre différente. Malik. 22 ans. Charismatique sans effort, élégant sans ostentation. Là où les autres garçons se pressaient pour attirer son attention, lui gardait une distance qui intrigua immédiatement Amina. Ses chemises sobres, ses montres discrètes mais précieuses, ses regards calmes faisaient contraste avec le bruit du campus. Son silence attirait plus que les compliments bruyants des autres. Son allure avait quelque chose de magnétique, comme un mystère qu'elle devait absolument percer. Leur premier échange fut bref, presque banal, mais Amina en sortit troublée. Elle, habituée à ce qu'on la courtise, découvrait un homme qui ne semblait pas vouloir l'impressionner. Plus elle le cherchait, plus il paraissait insaisissable. Cette résistance devint pour elle une obsession. Elle ne voulait pas seulement le séduire, elle voulait le conquérir. Leur romance naquit dans le faste. Restaurants raffinés, virées éclairs dans des villes comme Marrakech ou Dubaï, cadeaux discrets mais luxueux. Amina savourait chaque instant comme une preuve de sa victoire. Elle photographiait, publiait, exhibait. Ses réseaux sociaux devinrent la vitrine de leur histoire. Regardez, je sors avec un futur milliardaire. Malik, lui, semblait se tenir à l'écart de ce spectacle. Il la laissait briller, mais son cœur demeurait ailleurs, ancré dans un silence que ni l'or ni les flashs ne pouvaient briser. Ce silence, Amina le remarqua surtout chaque soir. Malik disparaissait quelques minutes, téléphone à la main. Sa voix changeait, son ton devenait doux, presque enfantin. « Oui, maman. Oui, je vais bien. Oui, je prie. » Amina, d'abord curieuse, finit par trouver cela agaçant. Une vieille femme, toujours dans l'ombre de leur conversation. « Tu passes plus de temps avec ton téléphone qu'avec moi », lançait-elle avec un sourire mêlé d'agacement. Malik ne se justifiait jamais. Il se contentait de répondre. « Tu ne comprends pas. Elle est ma racine. » Amina levait les yeux au ciel. Pour elle, cette femme invisible n'était qu'un poids du passé. Elle ne savait pas que Mama Kemi était plus qu'une mère aimante. Elle était une gardienne. Une gardienne dont l'ombre s'étendait bien au-delà d'un simple appel téléphonique. Amina croyait que Malik était son trophée, son plus beau bijou. Elle l'exhibait comme une preuve de son triomphe. Mais derrière ses sourires discrets, Malik portait un secret plus grand que leur romance, il appartenait à la même lignée royale qu'Amina s'était efforcée de fuir. À 28 ans, Malik n'était plus un étudiant brillant. Il était devenu une figure incontournable de son époque. Ses entreprises technologiques avaient révolutionné des secteurs entiers, ses discours inspiraient des foules de jeunes entrepreneurs, et son nom résonnait jusque dans les couloirs des gouvernements. On l'appelait le lion numérique, symbole d'une Afrique moderne qui osait rivaliser avec le reste du monde. Dans les journaux, on louait sa vision. Sur les scènes internationales, on applaudissait son humilité. À ses côtés, Amina brillait, mais d'un éclat emprunté. Elle se présentait partout comme la fiancée du grand Malik.
Pour elle, cette réussite n'était pas une mission mais un décor. Elle se gorgeait de ce statut, se pavanait dans les galas, savourait les regards, les photos, les caméras. Malik voyait sa fortune comme un moyen de construire. Amina, elle, y voyait une scène où se montrer. La différence de valeur entre eux se creusait comme une fissure invisible. Malik vivait son succès avec une retenue déroutante. Ses dîners étaient sobres, ses soirées limitées à quelques proches, ses dépenses calculées. Chaque semaine, il envoyait de l'argent à sa mère, Mama Kemi, qui vivait toujours modestement dans leur maison du pays. Chaque soir, il l'appelait, priait avec elle, demandait conseil. Pour Amina, c'était incompréhensible. Comment un homme qui pouvait acheter le monde entier pouvait encore s'accrocher à une vieille femme dans un village lointain? Tu es un roi, Malik. Commence à vivre comme tel, répétait-elle avec agacement. Lui se contentait de sourire. Pour lui, la royauté ne résidait pas dans l'or, mais dans la dignité. Amina, elle, nageait dans ce monde nouveau comme un poisson dans l'eau. Bijoux étincelants, robes de créateur, voitures aux vitres teintées. Elle adorait se tenir au premier rang des conférences de Malik, savourant les flashs qui illuminaient son visage. Mais à chaque fois qu'il parlait de simplicité, son irritation grandissait. Elle n'avait pas quitté l'Afrique pour vivre avec des limites. Elle voulait être célébrée, enviée, immortalisée. Un soir, lors d'une prestigieuse remise de prix, Malik monta sur scène. En costume sobre, il remercia d'abord sa mère. Pas ses investisseurs, pas ses partenaires, pas même Amina. Ses premiers mots furent pour Mama Kemi. Dans la salle, les applaudissements éclatèrent. Amina, assise au premier rang, sourit jaune. Elle aurait voulu qu'il la cite, qu'il l'élève publiquement au-dessus de tous. Mais Malik ne prononça pas son nom. Après la cérémonie, elle explosa. Tu parles toujours d'elle, mais jamais de moi. Tu me caches, Malik. Il soupira, la regarda avec gravité. L'amour ne se prouve pas par les projecteurs. Le fossé entre eux devenait un gouffre. Malik poursuivait sa mission, enraciné dans son humilité. Amina poursuivait ses illusions, avide de reconnaissance. Pourtant, aucun des deux ne savait qu'une autre scène se préparait, loin des lumières. C'est à ce moment que le téléphone sonna. Une voix grave, fatiguée, résonna à travers la ligne. L'appel du roi venait d'arriver. Le palais du royaume n'avait plus la même force qu'autrefois. Les tambours ne résonnaient plus avec la même vigueur, et les courtisans marchaient avec une inquiétude visible. Sur son trône, le roi Obadel, jadis redouté pour sa poigne de fer, semblait désormais usé par les années. Son corps le trahissait, ses gestes étaient lourds, son souffle court. Mais son regard, lui, n'avait rien perdu de sa puissance. Il savait que le temps lui échappait. Sa lignée n'avait pas d'héritier direct. Pas de fils, pas de fille. Son sang, bientôt, risquait de se dissoudre dans l'oubli. Et avec lui, l'équilibre fragile du royaume. C'est alors que son choix se fit. Amina. La seule cousine encore en vie. La seule porteuse de son sang, même si elle l'avait fui. Pour Obadel, il n'y avait plus de temps pour hésiter. Sa voix résonna dans la grande salle du palais. Faites venir ma nièce. Qu'elle revienne. Il faut la préparer. L'ordre traversa mers et frontières. À Paris, le téléphone vibra un soir, rompant le silence du vaste appartement qu'Amina partageait avec Malik. Elle essayait une robe couleur or devant le miroir quand elle vit s'afficher l'indicatif de son pays natal. Un souffle glacé remonta en elle, mais elle décrocha. Une voix grave, fatiguée, tremblante, résonna. La Amina, c'est ton oncle, le roi. Reviens. C'est urgent. Elle resta figée une seconde, puis un sourire étira ses lèvres. Dans son esprit, ce rappel n'était pas une convocation solennelle, mais une opportunité. Une scène de plus. Une vitrine. Mon oncle, le roi, veut que je rentre. Tu imagines, Malik? Tout le monde verra qui je suis, dit-elle en riant, déjà excitée. Malik fronça les sourcils. Son intuition lui soufflait que l'appel cachait autre chose. Et si ton oncle t'appelle, Amina, ce n'est pas pour un défilé. C'est peut-être plus sérieux.
Mais elle haussa les épaules. Pour elle, tout était une occasion de briller. Quelques jours plus tard, ils montèrent dans l'avion. Amina avait exigé que Malik l'accompagne, convaincue qu'elle rayonnerait davantage avec un milliardaire à ses côtés. Elle emporta 3 valises remplies de robes et de bijoux, comme si elle s'en allait en vacances. Pas une seule pensée pour l'homme fatigué qui l'attendait. Pas une prière pour les terres où elle allait poser ses pieds. À l'aéroport, une escorte royale les attendait. Les gardes s'inclinèrent avec respect, et Amina sentit un frisson de triomphe. « Tu vois, Malik ? Je suis née pour ça. » Elle croyait encore à une simple visite mondaine. Elle ignorait que derrière ces honneurs, une vérité invisible l'attendait. La voiture roula vers le palais. Au loin, les tambours se mirent à battre. L'air se chargea d'encens. Et quand les lourdes portes dorées s'ouvrirent, le roi Obadel l'attendait, ses yeux voilés par l'âge mais brûlant d'une intensité inquiétante. Il pensait rentrer pour des adieux. En réalité, ils rentraient vers leur destin. La voiture noire franchit l'immense portail du palais. Les murs blancs, décorés de fresques anciennes, se dressaient comme des gardiens silencieux d'une histoire millénaire. Les colonnes dorées luisaient sous le soleil, les jardins exhalaient l'odeur des fleurs d'hibiscus, et les tambours résonnaient comme pour rappeler à Amina qu'ici, chaque pas avait un poids. Le faste était intact, mais l'air semblait chargé d'une gravité qu'elle n'avait pas encore perçue. Les courtisans s'alignaient dans la grande cour, vêtus de boubous éclatants et de bijoux hérités de leur lignée. Leurs regards convergeaient vers Amina lorsqu'elle descendit de la voiture. Elle s'avança avec lenteur, ses talons claquant sur le marbre, sa robe scintillante captant chaque rayon de lumière. Elle croyait offrir un spectacle. Mais au fond, plusieurs paires d'yeux s'assombrirent. Pour certains, elle n'était pas la cousine revenue pour porter le flambeau, mais une étrangère arrogante qui avait troqué ses racines pour des artifices venus d'ailleurs. Le roi Obadel, affaibli, observait en silence. Son visage ridé ne trahissait aucune émotion, mais son regard perçait, comme s'il cherchait à sonder l'âme de sa nièce. Malik, debout à ses côtés, gardait une réserve glaciale. Il sentait la tension invisible qui flottait dans l'air, cette barrière muette entre Amina et ceux qui l'entouraient. Amina, elle, ne voyait rien. Elle traversait la cour comme une reine déjà couronnée. Quand une vieille femme s'inclina pour la saluer, Amina passa devant elle sans même lui adresser un regard. Quand un garde ouvrit la lourde porte de bois sculpté, elle se contenta de lever le menton, comme si tout cela lui était dû. Elle crut impressionnée. Elle semait en réalité un profond malaise. Dans les couloirs, les chuchotements commençaient déjà. Elle n'a pas salué. Elle marche comme si le royaume était déjà à ses pieds. Elle n'a pas le respect des anciens. Les voix montaient comme un murmure qui enfle avant l'orage. Même certains serviteurs échangèrent des regards lourds de reproches. Pour eux, cette cousine élevée en Europe n'était pas digne de porter le poids d'un trône. Malik la suivait de près, mais son silence trahissait son inquiétude. Il avait grandi avec l'humilité comme boussole, et voir Amina marcher ainsi, aveugle au malaise qu'elle provoquait, creusait une fissure de plus dans son cœur. Le roi fit signe de la main. Amina s'approcha, un sourire figé sur ses lèvres, persuadée d'être attendue comme une héroïne. Mais derrière elle, les regards des courtisans restaient froids, distants, presque hostiles. La nuit passa dans un calme trompeur. Mais dès l'aube, alors que les premiers rayons effleuraient le palais et que la rosée brillait sur les pavés, une matinée se leva qui allait briser ce silence. La matinée où tout bascula. Le soleil se levait à peine sur le palais. Dans l'allée principale, Mama Kemi balayait le marbre avec lenteur. Ses gestes étaient réguliers, presque rituels, comme si chaque coup de balai avait une valeur sacrée. Son pagne usé contrastait avec la richesse des colonnes dorées, mais ses yeux restaient baissés, concentrés, humbles. Pour les gardes, sa présence faisait partie du décor quotidien, une vieille femme silencieuse, travaillant avant même que les premiers tambours ne résonnent. Amina entra dans l'allée, robe éclatante couleur ivoire, bijoux tintant doucement à chacun de ses pas. Elle avançait comme sur un podium, le menton levé, insensible à la simplicité des lieux. Mais au moment où elle passa, Mama Kemi jeta une bassine d'eau pour nettoyer les dalles. Une éclaboussure vint heurter la robe immaculée d'Amina. Une simple tache, un accident banal. Mais dans l'esprit d'Amina, ce fut une offense.
Elle s'arrêta net, baissa les yeux sur sa robe mouillée, puis releva brusquement la tête. Ses yeux flamboyaient d'orgueil. Regarde ce que tu as fait. Tu as ruiné ma robe. Mama Kemi garda le silence. Elle continua de balayer calmement, comme si rien n'était arrivé. Elle ne leva même pas les yeux. Pour elle, l'incident n'était rien de plus qu'une maladresse. Mais pour Amina, c'était insupportable. Vieille femme. Tu ne m'entends pas? Tu crois que je suis comme toi, que je peux supporter ça? Sa voix monta, brisa le calme du matin. Les gardes s'immobilisèrent. Les courtisans qui traversaient la cour tournèrent la tête. Tous observaient. Mama Kemi, toujours muette, ramassa l'eau d'un geste tranquille. Alors Amina, vexée d'un silence qu'elle prenait pour un affront, leva la main et gifla la vieille femme. Le claquement résonna dans tout le palais. Brutal. Sec. Irréversible. Mama Kemi chancela sous le choc, sa joue rougit, sa main crispée autour de son balai. Elle ne cria pas, ne protesta pas. Elle se redressa lentement, baissa de nouveau les yeux, et continua de balayer comme si la gifle n'avait pas existé. Mais autour d'elle, le silence fut glacial. Les gardes avaient baissé leurs lances, choqués. Les courtisans se figèrent. Même les oiseaux, nichés dans les manguiers, s'étaient envolés brusquement. Amina, haletante, essuya le bas de sa robe avec un geste théâtral. Elle lança, d'une voix cinglante. La prochaine fois, fais attention à ton eau sale. Personne n'osa bouger. Le palais tout entier retenait son souffle. Et dans l'ombre des colonnes, Malik avait tout vu. Ses poings se crispèrent, son visage se figea. Car ce n'était pas une domestique que sa fiancée venait d'humilier. C'était sa mère. Le silence du palais se prolongeait encore quand Malik s'avança. Ses yeux fixaient la vieille femme qui, malgré la gifle, continuait de balayer comme si rien n'était arrivé. Ses mains tremblaient imperceptiblement, mais son dos restait droit. Il sentit son cœur se contracter. Cette femme, ce n'était pas une domestique, pas une étrangère. C'était sa mère. Sa propre mère, celle qui avait prié pour lui chaque nuit, celle dont la voix l'accompagnait à travers chaque appel, chaque victoire, chaque chute. Un froid brutal s'empara de lui. Ses yeux glissèrent lentement vers Amina, qui se tenait toujours droite, fière, comme si elle venait de défendre un droit. Sa robe scintillait encore, mais dans le regard de Malik, elle n'était plus une reine, elle était une étrangère arrogante qui venait de profaner ce qu'il avait de plus sacré. Amina, tu sais qui tu viens de gifler? Sa voix était basse, glaciale. Elle fronça les sourcils, agacée de ce ton accusateur. Une servante insolente qui ne sait pas respecter les gens de mon rang. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Malik se crispa, son regard se durcit. Un nom, Amina. Pas une servante. Ma mère. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. La fierté d'Amina se fissura une seconde, ses yeux s'écarquillèrent. Mais au lieu de s'excuser, elle serra les lèvres, incapable d'abandonner son masque d'orgueil. Le roi Obadel, assis sur son trône, avait observé toute la scène. Ses mains tremblaient sur les accoudoirs, son souffle était lourd. Mais ce n'était pas la vieillesse qui pesait sur lui, c'était la colère. Une colère muette, froide. Il secoua la tête, ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, fixant sa nièce comme si son regard voulait la transpercer. Mama Kemi, quant à elle, ne dit rien. Sa joue portait encore la trace de la gifle, mais son visage restait calme. Elle ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Elle continuait de balayer lentement, chaque geste semblant effacer la souillure de l'humiliation. Mais ceux qui l'observaient pouvaient lire la douleur silencieuse dans ses yeux. Une douleur profonde, contenue, presque sacrée. « Comment as-tu pu » murmura Malik, ses poings serrés. « Comment oses-tu me parler sur ce ton ?»« Je suis ta fiancée, » répliqua Amina, le visage en feu. Cette fois, le roi frappa l'accoudoir de son trône. Le bruit résonna comme une sentence. Tous se turent. Dans ce silence pesant, un voile invisible sembla s'abattre sur le palais. Les courtisans, les gardes, même les serviteurs savaient que ce qui venait de se passer dépassait un simple affront. C'était une fracture.
Mama Kémi releva enfin les yeux. Son regard croisa celui d'Amina, puis celui du roi. Lentement, elle s'inclina, comme pour dire « Je porte ce fardeau ». Mais son silence avait un poids plus lourd que n'importe quel cri. Et dans ce silence, une vérité restait encore dissimulée. Car Mama Kémi n'était pas seulement la mère de Malik. Le roi Obadel se leva difficilement de son trône. Son corps tremblait, mais sa voix, lorsqu'elle résonna dans la grande salle, ne laissa place à aucune hésitation. Assez de silence. L'heure est venue de dire la vérité. Tous les regards se tournèrent vers lui. Amina, crispée dans son arrogance, soutenait son menton haut. Malik, figé, brûlait encore d'indignation. Mama Kémi, elle, s'avança lentement. Elle posa son balai contre une colonne et fit un pas vers le roi. « Toi qui crois m'avoir humilié, dit-elle à Amina, sais-tu seulement qui tu as frappé ?» Amina fronça les sourcils. Pour elle, cette vieille femme n'était qu'une figure insignifiante. Mais la voix grave du roi coupa court à ses illusions. Elle n'est pas seulement la mère de Malik. Elle est la gardienne de notre lignée. Depuis des générations, c'est elle qui porte les secrets du royaume, c'est elle qui veille, quand nous, rois, vacillons. Sans elle, le trône ne tient pas. Un murmure parcourut la salle. Les courtisans se regardaient, choqués, comme si un voile venait d'être levé. Amina blêmit légèrement, mais tenta de se redresser encore plus, refusant de céder. Une gardienne ? Ce n'est qu'une servante, lâcha-t-elle avec mépris. Cette fois, le peuple rassembla ses forces dans un grondement étouffé. Les gardes eux-mêmes baissèrent la tête, gênés. La gifle venait de prendre un sens triple, une offense à une mère, une offense à une famille, et une offense au royaume tout entier. L'acte d'Amina n'était plus une simple maladresse, c'était une profanation. Malik recula d'un pas, comme s'il découvrait une étrangère en face de lui. Ses yeux, autrefois tendres, se remplirent d'un dégoût froid. L'amour qu'il lui portait semblait se briser sous le poids de cette révélation. « Tu ne comprends rien, Amina, murmura-t-il. Tu ne comprends pas ce que tu as détruit. » Mama Kémi ne leva pas la voix. Elle ne cria pas vengeance. Elle resta droite, digne, comme si l'humiliation n'était qu'un passage de plus dans sa longue mission. Mais dans son regard brillait une vérité ancienne, trop lourde pour qu'Amina puisse l'ignorer. Dehors, la nouvelle circulait déjà. Les couloirs du palais bruissaient de rumeurs. Le peuple, qui avait entendu parler de la gifle, commençait à murmurer contre Amina. Dans les marchés, dans les rues, les voix s'élevaient. Comment une étrangère élevée dans l'arrogance pourrait-elle devenir reine ? Le roi Obadel, fatigué, ferma les yeux, comme si ce fardeau pesait trop lourd sur ses épaules. Mais sa décision était claire, Amina ne pouvait plus prétendre à ce trône sans passer par le feu de l'humilité. Malik, lui, s'éloigna. Il ne dit pas un mot, mais son silence était plus douloureux qu'une gifle. Chaque pas qu'il fit loin d'elle résonnait comme une sentence. Et Amina, seule au milieu de la salle, entourée de regards froids, comprit que son destin venait de basculer. La cousine du roi n'avait plus qu'un choix, sombrer ou renaître. Le palais, autrefois bruyant de louanges à son arrivée, devint pour Amina une prison silencieuse. Les courtisans qui, la veille encore, la saluaient avec de grands sourires, évitaient désormais son regard. Les serviteurs passaient devant elle avec une froideur polie, comme si son ombre les salissait. Dans les couloirs, son nom circulait comme une malédiction. C'est elle qui a giflé la gardienne. C'est elle qui a humilié le royaume. Amina, cousine du roi, n'était plus regardée comme une héritière, mais comme une étrangère indésirable. Les soirées mondaines, les regards admiratifs, les flashs et les caméras semblaient n'être qu'un mirage lointain. Ici, personne n'applaudissait sa beauté. Les miroirs du palais ne reflétaient plus une reine en devenir, mais une femme prisonnière de ses propres illusions. Et pour la première fois, la honte fit vaciller son orgueil. La nuit, allongée sur des draps de soie, elle repensait à la gifle. Le bruit sec, le silence qui suivit, le regard blessé de Malik. Ses mains tremblaient parfois en secret, mais au matin, elle redressait la tête, maquillée, comme si rien n'était brisé. Pourtant, la fissure grandissait. Malik l'évitait. Ses pas dans les couloirs résonnaient comme un rappel cruel de son absence.
Amina cherchait son regard, mais il se détournait. Chaque silence entre eux devenait une punition. Le peuple, au dehors, commençait à s'agiter. Certains demandaient même que le roi la bannisse. Elle, encore, se répétait. Je suis née pour plus grand. Je ne suis pas comme eux. Mais ses propres paroles sonnaient creuses. Un soir, le roi Obadel la fit appeler. Affaibli, il la fixa longuement avant de parler. Tu as humilié mon royaume, Amina. Mais le sang ne se renie pas. Tu es ma nièce. Si tu veux encore prétendre à ce trône, il te faudra prouver que tu le mérites. Non par tes bijoux, ni par ta beauté, mais par ton humilité. Elle écarquilla les yeux, comme si le mot lui était étranger. Humilité. Elle, la femme qui avait bâti son identité sur la fierté et l'apparence. Elle voulut protester, mais la voix du roi claqua. Tu auras une seule chance. Échoue, et le royaume te rejettera pour toujours. Amina sortit de la salle, le cœur brûlant de confusion. Elle ne savait plus si elle devait céder ou continuer à porter son masque. Les murs du palais semblaient se resserrer autour d'elle, chaque regard devenait une accusation. Elle croyait avoir tout perdu, l'amour de Malik, le respect du peuple, la confiance du roi. Et ce fut à ce moment-là, dans ce vide glacial, qu'une silhouette s'approcha. Mama Kemi, la joue encore marquée par la gifle, s'arrêta devant elle. Sa voix, basse et calme, résonna comme une sentence. C'est moi que le roi a choisi pour t'apprendre. Le lendemain, à l'aube, Mama Kemi attendait déjà Amina dans la cour arrière du palais. Le soleil perçait à peine et la rosée brillait encore sur les herbes. Amina arriva en robe de soie, talons claquants, maquillage impeccable. La vieille femme la fixa sans un mot, puis posa à ses pieds un seau vide et une calebasse. Aujourd'hui, tu iras puiser l'eau au puits. Le visage d'Amina se crispa. Moi? Puiser de l'eau? Tu te moques de moi? Mais Mama Kemi resta impassible, ses yeux profondément enracinés dans une autorité qui ne venait pas des titres, mais de l'âme. Amina, contrainte, prit le seau. Ses mains fines tremblaient en tenant la corde du puits. Ses ongles manucurés se fissuraient, ses talons glissaient sur la terre humide. Les rires étouffés des servantes l'entouraient. Chaque pas lui paraissait une humiliation. Les jours suivants, les tâches se multiplièrent. Cuisiner pour les pauvres du village, balayer les couloirs qu'elle traversait autrefois comme une reine, distribuer de la nourriture aux enfants pieds nus. Chaque matin, Amina protestait. Je ne suis pas faite pour ça. Et chaque matin, Mama Kemi répondait calmement. Alors tu n'es pas faite pour un royaume. Peu à peu, quelque chose changea. Ses mains, d'abord maladroites, trouvèrent une force nouvelle. Elle apprit à laver ses propres vêtements, à marcher pieds nus sur la terre sans craindre la poussière. Elle découvrit, dans les regards reconnaissants des villageois, une lumière qu'aucun projecteur n'avait jamais su lui offrir. Et son apparence suivit. Les talons furent remplacés par des sandales plates, le maquillage s'effaça sous la sueur des journées de labeur, ses robes criardes laissèrent place à des pagnes simples. Son reflet dans le miroir n'était plus celui d'une poupée scintillante, mais celui d'une femme nue de ses artifices, qui commençait à se voir telle qu'elle était. De loin, Malik observait. Il la voyait porter des paniers de légumes, rire timidement avec les enfants, essuyer ses mains calleuses dans un foulard usé. Son cœur se serrait, partagé entre méfiance et émerveillement. Était-ce un masque de plus, ou un vrai changement? Un soir, alors qu'Amina s'asseyait épuisée devant le palais, Mama Kemi posa une main douce sur son épaule. Tu commences à comprendre. L'humilité n'est pas une punition. C'est une couronne invisible. Les yeux d'Amina se remplirent de larmes qu'elle tenta de cacher. Elle savait qu'elle changeait, mais elle ignorait si ce serait suffisant pour réparer ses fautes. Et alors qu'un souffle de paix semblait enfin entrer dans son cœur, une rumeur surgit des murs du palais, Sonia était de retour. L'ancienne fiancée de Malik, belle, rusée, prête à semer le poison. Sonia entra dans le royaume comme on jette une allumette dans une forêt sèche. Elle avait autrefois été la fiancée de Malik, avant qu'il ne devienne le lion numérique. Belle, raffinée, redoutable, elle portait ses robes comme des armes et son sourire comme un piège. Elle n'avait jamais accepté d'être remplacée par Amina. Voir cette cousine arrogante du roi,
jadis moqué pour sa superficialité, marcher encore à côté de Malik malgré la gifle, était pour elle une insulte. Alors elle choisit une autre arme, le poison invisible des rumeurs. Tout commença par une photo. Un montage grossier où Amina semblait insulter un enfant pauvre. Puis une vidéo trafiquée, circulant sur les réseaux, où elle apparaissait en train de mépriser les traditions locales. Sonia savait jouer avec la technologie comme avec les émotions, chaque mensonge était calibré pour toucher la colère du peuple. Les hashtags explosèrent, hashtag pas notre reine, hashtag honte au palais. Amina, qui commençait à peine à gagner un regard nouveau auprès des villageois, sentit tout s'effondrer. Les murmures reprirent autour d'elle. Dans la rue, on la montrait du doigt. Dans les marchés, on chuchotait son nom avec mépris. Ses efforts semblaient balayés en un souffle. Les servantes, qui commençaient à lui sourire timidement, reprirent leur distance. Malik, lui, se retrouva pris dans une tempête. Il savait ce dont Sonia était capable, mais la puissance de ses accusations ne pouvait pas être ignorée. Dans les couloirs du palais, certains courtisans l'interpellaient. « Malik, elle te détruit. Elle salit ton nom. Tu dois choisir. » Chaque soir, il regardait Amina, épuisée, les mains tachées de terre, les yeux lourds de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Il voulait croire en son changement, mais la voix de Sonia revenait dans son esprit comme un écho venimeux. « Tu mérites mieux qu'une femme orgueilleuse qui a humilié ta mère. » Et pourtant, Amina ne céda pas. Elle aurait pu crier, répondre par l'arrogance, faire des vidéos pour laver son image. Mais elle se souvenait des mots de Mama Kemi, l'humilité n'est pas une punition. C'est une couronne invisible. Alors elle resta silencieuse. Elle continua ses tâches. Elle servit encore plus. Un matin, alors que Sonia postait un nouveau mensonge sur les réseaux, Amina était au marché, vêtue d'un simple pagne, en train de partager du pain avec des enfants affamés. Les téléphones capturaient les deux images, l'une fausse, l'autre vraie. Le contraste commença à troubler le peuple. Et ce fut là que l'histoire bascula. Car Amina choisit non pas de se défendre par des mots, mais de répondre par des actes. La salle des audiences était pleine ce jour-là. Courtisans, villageois, gardes, tous attendaient que la cousine du roi parle enfin. Les accusations de Sonia brûlaient encore les oreilles du peuple. Amina, vêtue d'un simple pagne beige, entra tête baissée. Ce n'était plus la femme qui faisait claquer ses talons comme des coups de fouet, mais une silhouette presque effacée. Pourtant, quand elle s'arrêta au centre de la salle, le silence devint lourd. Elle leva les yeux. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix, claire, résonna. Oui, j'ai été arrogante. Oui, j'ai humilié. Oui, j'ai giflé. Un murmure parcourut la salle. Jamais une princesse n'avait parlé ainsi, sans détour, devant le peuple. Je croyais que la royauté était dans les bijoux, les robes, les regards. Je me trompais. J'ai oublié que la vraie grandeur est de servir. Je vous demande pardon, non pas avec des mots, mais avec mes mains et mon cœur. Puis elle fit ce qu'aucun n'attendait, elle s'agenouilla devant les villageois et embrassa la terre. Les courtisans, choqués, détournèrent le regard. Certains se couvrirent la bouche. Une cousine du roi, à genoux devant le peuple? C'était impensable. Mais Amina ne s'arrêta pas là. Elle passa des jours à servir publiquement, non pas sous la contrainte, mais par choix. Elle distribua de la nourriture, nettoya les rues, soigna des enfants malades. Elle parlait peu, mais ses gestes criaient plus fort que ses anciens discours. Dans ses yeux, il n'y avait plus l'arrogance d'autrefois, mais une lumière nouvelle. Le peuple, d'abord méfiant, commença à douter de ses propres doutes. Les vidéos de Sonia circulaient encore, mais les images d'Amina agenouillée, donnant à manger à un vieillard, réparaient peu à peu les blessures. Certains disaient « Peut-être qu'elle change ». D'autres répondaient « Ou peut-être que c'est une ruse ». Mais même les plus sceptiques sentaient que son regard n'était plus le même. Et à distance, Mama Kemi observait tout. Elle ne disait rien, ne faisait aucun commentaire. Ses yeux suivaient chacun des gestes d'Amina. Elle la voyait plier ses genoux pour servir, elle la voyait partager son repas avec des enfants, elle la voyait pleurer seule la nuit en silence. Elle notait tout, comme si elle attendait le moment exact pour parler.
Un soir, alors qu'Amina déposait son dernier panier de nourriture dans une maison pauvre, Mama Kémi s'approcha enfin. Le peuple, les courtisans, même Malik sentirent que quelque chose d'important allait se produire. Et la vieille femme, gardienne du royaume, ouvrit pour la première fois depuis longtemps la bouche. La nuit était tombée sur le palais quand Mama Kémi fit signe à Amina de la suivre. Elles marchèrent en silence jusqu'à la cour intérieure, éclairée seulement par la lueur tremblante des torchers. Amina, épuisée par des jours de service, avançait pieds nus, sa peau encore marquée par le travail. Devant elle, Mama Kémi s'arrêta, se tourna, et planta son regard profond dans celui de la jeune femme. « Tu as commencé à changer, dit-elle d'une voix basse. Mais servir par contrainte ou par honte n'est pas suffisant. Si tu veux que ce royaume croie en toi, il te faut une épreuve. » Amina baissa les yeux, intimidée. « Quelle épreuve ?» Mama Kémi s'approcha et posa sa main ridée sur son épaule. « Renonce à ce qui te définit encore. Renonce à la couronne d'or que tu convoites. Porte le pagne des humbles. Et fais justice là où l'injustice ronge encore ce peuple. » Amina sentit son cœur se serrer. Porteur le pagne, devant tout le royaume ? Abandonner l'or, l'éclat, ce qui avait toujours été son armure ? Elle eut envie de protester, mais les yeux de Mama Kémi la clouaient sur place. L'humiliation, dit la vieille femme, n'est rien d'autre qu'un miroir. C'est de là que naît la vraie grandeur. Le lendemain, la grande place du royaume se remplit. Les tambours résonnaient, les sages étaient présents, le peuple s'entassait. Tous attendaient. On avait annoncé que la cousine du roi allait être mise à l'épreuve. Certains venaient pour se moquer, d'autres pour espérer, beaucoup pour juger. Amina arriva, vêtue d'un simple pagne brun. Plus de bijoux, plus de maquillage. Ses cheveux étaient attachés sans artifice. Le silence fut brutal. Les courtisans, choqués, échangèrent des regards d'incrédulité. Le peuple, d'abord hilar, se tut peu à peu en voyant son sérieux. Puis, sous l'œil de tous, elle refusa la couronne d'or que les prêtres portaient sur un coussin de velours. « Je ne suis pas encore digne de la porter, » dit-elle d'une voix ferme. Un souffle parcourut la foule. Et comme si cela ne suffisait pas, elle avança vers un groupe de marchands connus pour voler les pauvres en gonflant les prix. Là, devant tout le peuple, elle saisit leurs balances truquées et les brisa à main nue. « La justice commence par les plus petits gestes, » déclara-t-elle. Les murmures devinrent des clameurs. Certains criaient à la folie, d'autres à la révélation. Puis, dans un geste inattendu, Amina s'agenouilla au milieu de la place, la tête baissée. Et le peuple n'en crut pas ses yeux, la cousine du roi, celle qui autrefois marchait comme une reine sans couronne, venait de plier les genoux devant eux. Après l'épreuve publique, Amina ne reprit jamais ses anciennes robes. Elle continua de marcher pieds nus dans les villages, portant des paniers de vivres sur sa tête comme une simple villageoise. Elle partageait son repas avec les enfants, s'asseyait sur des nattes au milieu des femmes, écoutait leurs histoires, et riait avec elles d'un rire qu'on ne lui connaissait pas. La cousine du roi, autrefois inaccessible, se faisait humble parmi les humbles. Les jours passèrent, et peu à peu, les regards changèrent. Dans les marchés, les mêmes femmes qui l'avaient insultée venaient désormais lui offrir de l'eau fraîche. Les hommes, qui murmuraient autrefois qu'elle n'était qu'une étrangère arrogante, la saluaient avec respect. Les enfants, eux, couraient vers elle en criant son nom. Le peuple voyait naître une autre Amina, forgée non plus par les bijoux et la gloire, mais par la sueur et le service. De loin, Malik observait. Chaque fois qu'il la voyait s'agenouiller pour laver les pieds d'un vieillard, ou tendre un pagne à une veuve, son cœur se serrait d'une émotion nouvelle. Ce n'était plus la femme qu'il avait autrefois tolérée malgré son arrogance, mais une compagne qu'il commençait à admirer. Ses yeux brillaient parfois quand elle riait simplement avec des enfants, sans chercher de caméra ni d'applaudissements. Il se demandait en silence, était-ce enfin elle, la femme que je cherchais ? Un soir, le peuple se rassembla spontanément sur la grande place. Les chants s'élevèrent, les tambours résonnèrent, et au milieu de cette foule, Amina apparut, vêtue d'un simple pagne blanc. Elle ne dit rien, ne fit pas de discours. Elle se contenta de servir de l'eau aux gens rassemblés, un sourire sincère aux lèvres. Ce fut ce silence humble qui toucha plus que tous ses anciens mots. Alors Mama Kémi, qui n'avait cessé de l'observer, s'avança.
Elle posa ses mains ridées sur la tête d'Amina et dit d'une voix claire. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement une femme qui cherche à être vue. Tu es une femme qui a appris à voir. Un murmure d'émotion parcourut la foule. Certains pleuraient. D'autres frappaient des mains en signe d'approbation. Pour la première fois, le peuple acclama Amina non pas pour sa beauté, mais pour son humilité. Et Malik, debout au milieu de la foule, sentit que son amour renaissait, mais cette fois sur des fondations solides. Mais tandis que la foule chantait et que Mama Kémi posait sa bénédiction, un silence sacré s'imposa soudain. Car tous savaient qu'il restait encore une étape, la plus importante de toutes, le rite de la lignée. La grande cour du palais était noire de monde. Le peuple entier s'était rassemblé, des anciens aux enfants, pour assister au rite de la lignée. Les tambours battaient lentement, comme le pouls d'un chœur collectif. Les sages, vêtus de leurs boubous brodés, se tenaient en cercle, tandis que le roi Obadel, affaibli mais digne, observait depuis son trône. À ses côtés, Mama Kémi, droite comme une colonne, attendait. Et au centre, Amina, vêtue d'un simple pagne blanc, s'avança. Le silence se fit. Son regard balaya la foule. Elle inspira profondément. Peuple du royaume, je viens à vous sans or, sans bijoux, sans maquillage. Je viens nue de mes artifices, avec seulement la vérité. Elle marqua une pause, puis, d'une voix ferme, lança les mots que tous attendaient sans croire qu'ils viendraient un jour. Oui, j'ai giflé Mama Kémi. Oui, j'ai humilié. Oui, j'ai méprisé. Parce que j'étais orgueilleuse, aveugle, prisonnière d'un éclat qui n'était qu'illusion. Un frisson parcourut la foule. Certains baissèrent les yeux, d'autres fixaient Amina, bouleversés par cette confession publique. Mais aujourd'hui, je refuse de porter cet orgueil plus longtemps. Je refuse la couronne d'or, symbole de ce que je croyais être la royauté. Les prêtres avancèrent avec le coussin de velours, sur lequel reposait la couronne dorée. Elle la regarda longuement, ses yeux brillants, comme si elle mesurait le poids de ce renoncement. Puis, lentement, elle repoussa le coussin. Ce n'est pas l'or qui fait la reine. C'est le pagne de celui qui sert. Un murmure parcourut le peuple, suivi d'un silence sacré. Alors Amina se pencha, prit une poignée de terre et l'étala sur son pagne blanc. Un geste d'humilité, un saut de renoncement. Mama Kémi s'approcha. Ses mains ridées se posèrent sur la tête d'Amina. Ses yeux, humides, brillaient d'une lumière contenue. Aujourd'hui, dit-elle, tu n'es plus l'enfant de l'orgueil. Tu es la fille du royaume. Les tambours se mirent à battre plus fort, comme pour confirmer ces paroles. Les sages hochèrent la tête, certains avec des larmes dans les yeux. Dans la foule, Malik sentit son cœur s'ouvrir, comme si toutes les blessures des mois passés trouvaient enfin un baume. Puis, lentement, Mama Kémi leva les yeux vers le trône. Le roi Obadel, le souffle court, avait les mains tremblantes. Mais dans ses yeux brillait une paix nouvelle. Car désormais, il pouvait enfin envisager la transmission. Le royaume retenait son souffle. Le rite avait préparé la terre. Restait à savoir qui porterait la couronne. Le soleil se levait à peine lorsque les tambours retentirent de nouveau dans la grande cour. Cette fois, ce n'était plus pour une épreuve, mais pour une cérémonie que le peuple attendait depuis des décennies. Le roi Obadel, affaibli, fut aidé à descendre de son trône. Ses pas étaient lourds, mais son regard brillait d'une intensité que ni la maladie ni l'âge n'avaient réussi à éteindre. Dans ses mains tremblantes, il tenait la couronne du royaume, scintillante malgré ses reflets ternis par le temps. Devant lui, Amina s'agenouilla, toujours vêtue de son pagne simple, la tête baissée. Autour d'elle, le peuple retenait son souffle. Chacun savait que ce moment n'était pas seulement politique, il était spirituel. Une lignée s'achevait, une autre s'ouvrait. Le roi posa la couronne au-dessus de sa tête, mais ne la déposa pas tout de suite. Il parla d'une voix grave, tremblante mais claire. Ce n'est pas ton sang qui t'a rendu digne, Amina. Ce n'est pas ta beauté, ni ton arrogance. C'est ton humilité retrouvée. Que cette couronne ne soit jamais un bijou, mais une charge. Et que ton cœur ne l'oublie jamais. Alors, lentement, il déposa la couronne sur sa tête. Le peuple éclata en acclamations, les tambours résonnèrent comme un tonnerre sacré, et les chants montèrent jusqu'au ciel.
Malik, au premier rang, sentit ses yeux se brouiller. La femme qu'il avait aimée, perdue, puis méprisée, renaissait devant lui. Mais cette fois, il ne voyait plus une compagne vaniteuse. Il voyait une partenaire, une reine forgée dans le feu de l'humiliation et du service. Son cœur, brisé par la gifle, trouvait enfin réparation. Quand leurs regards se croisèrent, il y eut une sincérité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et son amour renaquit, solide, débarrassé des illusions. Le peuple acclama encore, mais ce n'était pas la couronne qu'il célébrait. Ce n'était pas l'or, ni le faste. C'était le pagne. C'était l'humilité. Pour la première fois, ils voyaient en Amina une reine qui leur ressemblait, qui avait goûté à la poussière comme eux, qui savait plier les genoux avant de porter un sceptre. À l'écart, Mama Kemi observait la scène. Ses mains jointes tremblaient légèrement, mais ses lèvres esquissaient un sourire de paix. Elle avait accompli sa mission. La gardienne de la lignée pouvait se retirer, sachant que le royaume avait trouvé une héritière digne. Elle tourna son regard vers le ciel et murmura une prière muette avant de quitter discrètement la place, sans chercher les applaudissements. Et c'est ainsi qu'un geste de colère, une gifle née de l'orgueil, devint paradoxalement le sceau d'une renaissance. Une humiliation qui aurait pu briser un royaume s'était transformée en la pierre angulaire d'une nouvelle ère. Car au bout du compte, ce n'était pas la gifle qui avait condamné Amina, mais celle qui, contre toute attente, avait fait d'elle une reine. L'histoire d'Amina restera gravée dans les mémoires comme celle d'une femme qui avait tout pour perdre, et qui finit par tout gagner. Elle était entrée dans le palais comme une cousine arrogante, sûre que la royauté se mesurait aux bijoux qu'elle portait et aux regards qu'elle captait. Elle avait giflé sans réfléchir, croyant défendre son honneur, et ce geste avait failli détruire son destin. Sa chute fut brutale, rejetée par Malik, méprisée par le peuple, humiliée aux yeux de tous. Mais c'est dans ce vide, dans cet isolement insoutenable, qu'un chemin inattendu s'ouvrit devant elle. Grâce à Mama Kemi, la femme qu'elle avait humiliée, Amina apprit à puiser de l'eau, à cuisiner, à servir les pauvres. Chaque tâche, chaque goutte de sueur fut une leçon silencieuse. L'orgueil qui l'avait élevée comme une reine sans couronne s'effritait peu à peu, laissant place à une vérité qu'elle avait toujours fui, on ne règne pas en dominant, mais en servant. Le peuple, qui l'avait rejetée, fut témoin de sa transformation. Ils virent une femme qui, au lieu de se défendre par l'arrogance, choisissait l'humilité. Ils virent une cousine du roi plier les genoux, renoncer à l'or, briser des injustices de ses propres mains. Et dans ce geste, ils retrouvèrent une reine différente, non pas une idole à admirer de loin, mais une femme de chair et de poussière qui avait traversé la honte pour atteindre la dignité. Même Malik, brisé par sa trahison, retrouva en elle une partenaire, non pas forgée dans le luxe mais trempée dans le feu de l'humilité. Leur amour, comme son destin, renaquit purifié. Ainsi, l'histoire d'Amina n'est pas seulement celle d'une gifle qui brisa un royaume, mais celle d'une gifle qui ouvrit une voie nouvelle. Une voie où la royauté ne se mesure pas alors des couronnes, mais au poids invisible du service. Un simple éclat d'eau avait suffi pour révéler la vérité, la vraie couronne ne se porte pas sur la tête, mais dans le cœur qui apprend à servir.